Archéologie de la Narbonnaise. On est en plein palais des archevêques de Narbonne, l'hôtel de ville, et là on est dans un joli donjon. Donc palais des archevêques, le donjon Gilles Esselin, et là dans ce donjon on rencontre Cyril Grégoire. Bonjour Cyril. Bonjour. Alors vous êtes un habitué des RAN, vous êtes artiste 3D et vous avez collaboré avec Marc Azéma de la société de production Passé Simple pour un joli projet qu'on va évoquer qui s'appelle Virtua Narbo Martius, c'est ça? Exactement. La reconstitution d'un quartier de Narbonne qui est le Clos Lombard, c'est ça? Voilà. Le Clos de la Lombarde, tout à fait, oui. Alors dites-nous, ce projet, il vient du fin fond des temps, enfin Oui, ce projet-là, il fait suite à une première 3D que Marc avait réalisé, le réalisateur Marc Azéma avait réalisé dans les années 97 pour présenter une restitution en élévation du Clos de la Lombarde avec une intégration, me semble-t-il d'ailleurs, de Raymond Savrier, si je ne dis pas de bêtises à l'époque, dans les lieux. Ça donne une idée de l'échelle. Et du coup, suite à ce documentaire, Marc a toujours rêvé, Narbonnais de souche a toujours rêvé d'aller plus loin dans la restitution de Narbo-Martius, d'où le nom Virtua Narbo-Martius, c'est le nom antique de notre ville de Narbonne aujourd'hui. Du coup, cette restitution, elle fait suite à cette volonté d'aller au-delà et pouvoir présenter quelque chose d'innovant qui n'avait pas forcément encore été fait partout. Cette idée a germé avec d'autres personnes en 2018 de proposer une visite en réalité virtuelle qu'on a fait évoluer, qu'on a déjà présenté dans une première version en 2019. Cette version nous a servi de base aussi pour un documentaire qui s'appelle Narbo-Martius, la fille de Rome, qui passe régulièrement sur France 3, chaîne Histoire, me semble-t-il, qui est aussi disponible sur YouTube. Et donc cette 3D a fait l'objet de multiples développements pour arriver à la version qu'on a vue aujourd'hui, qu'on verra tout à l'heure, oui. En tout cas, dont on a déjà parlé, qui est une version un peu plus aboutie du modèle du Clos de la Lombarde. Cette version, elle a mis à peu près 5 ans à être développée. Pourquoi? Parce qu'il y a un gros travail derrière avec les archéologues. On a eu la chance de pouvoir travailler avec feu Raymond Savrier, qui a eu le bonheur aussi, et sur lequel nous particulièrement on a eu le bonheur de lui faire essayer et d'avoir le retour de l'archéologue qui connaissait le site comme sa poche, qui l'a fouillé pendant plus de 50 ans, documenté, sauvegardé, préservé, pour pouvoir présenter un modèle en élévation dans lequel, et c'est l'intérêt de la réalité virtuelle, dans lesquels les gens peuvent se projeter, avoir une idée des dimensions du site, avec un guide, puisque c'est notre façon de faire. On a d'autres manières sur la VR d'aborder les choses. On a privilégié la présence du guide qui peut apporter un discours aux personnes et leur expliquer que ce qu'on voit, ce qu'on verra tout à l'heure, c'est une évocation du site. On n'est pas sûr de tout. Malgré tout, on travaille avec les sources archéologiques. Quand on a des vestiges, on essaye de les restituer en élévation tant que faire se peut. Ça, c'est un travail qui a été fait avec le grand Jean-Claude Golvin, qui nous a proposé, et avec qui on travaille régulièrement, qui nous a proposé des restitutions sur aquarelle, à partir de lesquelles on a développé des idées, pour arriver au modèle Virtua Narbo-Martius qu'on a aujourd'hui. D'accord. Et donc du coup, c'est quelque chose qui se passe du temps de l'Antiquité romaine, c'est ça? Les Romains, c'est une capitale... C'est vraiment une base administrative, Narbonne, à l'époque. Narbonne, c'est une cité qui a été déjà fondée par les Grecs, bien avant, même les Romains, en fait. Puis il y a des populations locales aussi. Je m'excuse de pas retenir le nom de la population locale, mais on a une histoire qui est quand même très, très ancienne dans toute cette zone du bassin méditerranéen, en fait, de toute façon. Narbonne en soi, la ville de Narbonne, on a un gros développement aux alentours du 1er siècle, et c'est aux alentours du 1er siècle où on a le développement du quartier du Clos de la Lombarde, et dans lequel on situe nos 2 domus et l'ensemble thermal qui sont restitués dans la VR. Donc c'est un quartier de riches patriciens, de gens... On peut supposer, vu l'importance des maisons, le plan des maisons, puisqu'on a une maison qui est typiquement sur un plan pompéien, l'autre non, mais la maison à portique est sur un plan très pompéien. On a des grands volumes, on a une fresque magnifique, donc la fresque Eugénie, qui est quand même
une fresque un peu officielle avec un thème impérial. On peut imaginer qu'on a quelqu'un d'extrêmement riche qui vit ici, peut-être un commerçant, une édile, enfin on peut imaginer tout, on ne sait pas. On peut restituer tout, on ne sait pas forcément. On a les traces des peintures murales, on a les traces des mosaïques, on a les traces des sols, on a l'organisation générale de la maison, on a ces beaux bassins qui sont visibles, mais le propriétaire des lieux, on n'en sait pas forcément grand-chose. On a une maison sur laquelle on a un hôtel dédicatoire qui a été trouvé devant la maison de Marcus Claudius à Estivo. On lui attribue la possession de cette maison. Est-ce que c'est la réalité, pas la réalité? En tout cas, on a trouvé cet hôtel dédicatoire à cet endroit. Voilà, donc ça permet de mettre des noms. C'est un nom qui ressort sur Narbonne. On ne sait pas forcément ce qu'il faisait, ce monsieur. On ne sait pas s'il était marchand, riche propriétaire. Encore une fois, la deuxième maison également, il y a des preuves de richesse. Mais on s'en arrête là. Après, on est que sur la supposition. Donc après, on peut extrapoler, on peut imaginer plein de choses. Nous, notre idée là, ici, effectivement, sur le documentaire de Marc Azema, Narbo Martius, la fille de Rome, Marc a scénarisé tout ça, et avec la voix d'Olivier Ruiz d'ailleurs, comme fil conducteur, avec cette histoire de riches marchands, de riches armateurs d'ailleurs, me semble-t-il. Nous, dans la VR, on est un peu plus terre à terre, on présente les lieux, et l'idée c'est de présenter une lecture du site qui parle au public. Que ce soit par la VR ou que ce soit par d'autres itérations, ce qui tourne aujourd'hui au Clos de la Lombarde, par exemple, une version projetée sur écran sur laquelle le médiateur interagit avec le public. Le public n'est pas en réalité virtuelle, mais on est sur le même principe. L'idée, c'est de rendre accessible la lecture du site au public. Le site est ruiné, c'est un site magnifique, ceci dit, mais la lecture des ruines, elle n'est pas forcément aisée. Donc les gens, quand ils viennent voir, que ce soit la réalité virtuelle, pour les essais qui ont été faits, ou que ce soit le produit du Clos de la Lombarde, le film interactif, dira-t-on, du Clos de la Lombarde, les gens ressortent en comprenant mieux le site, l'organisation des pièces. On a un visuel sur ce qu'on peut voir, on imagine mieux ce qu'on peut voir. Ça parle mieux de se dire, bon, c'était sûrement comme ça, on a des pièces qui sont grandes, on est immergé, on sait ce que c'est qu'un atrium, du coup on se rend mieux compte, on n'a pas juste des fondations. Voilà. Donc c'est un peu l'idée, c'est un peu l'apport, c'est même plus qu'un peu, c'est l'apport pour le grand public, il est celui-ci, c'est faciliter, mettre des images sur les ruines. Et tout à l'heure je parlais du guide à bon escient, justement parce que du coup, le guide, à un moment donné, il faut aussi prévenir le public, ce qu'on voit, c'est pas nécessairement la réalité, en tout cas c'est une possibilité, mais c'est une image, c'est une évocation, plus qu'une restitution fidèle. Ça pouvait être comme ça, on n'est pas toujours sûr de tout, mais ça donne une bonne impression. On est sûr de la hauteur des pièces, on est sûr de certains plafonds, la hauteur moyenne des pièces, à titre anecdotique, dans les villas, dans les domus pardon, du Clos de la Lombarde, on est environ à 4,20 m, 4,30 m de hauteur de plafond. D'accord. Toutes les pièces, qu'elles soient petites, grandes, on a des pièces qui sont très étroites, 4,30 m. Et ça, on ne se rend pas compte sur le site. Oui, totalement. C'est bien d'avoir dire avec les fresques. Voilà. Alors justement, pour nos auditeurs, est-ce que vous êtes OK de nous montrer in situ, de faire le cobaye, de nous montrer comment ça marche? Tout à fait, on va pouvoir se rendre sur les lieux. Allons-y, puis là on est dans un beau donjon, mais on va du donjon aller visiter le Clos de la Lombarde. Voilà, allons-y. C'est parti. Quelques petites explications sur la genèse du projet. Maintenant, on va voir avec vous comment ça fonctionne. Donc là, vous avez revêtu ces fameuses lunettes de réalité virtuelle, c'est ça? C'est ça, exactement. Alors vous allez les mettre sur vos lunettes? Oui, on peut mettre les lunettes effectivement quand on a un petit point de vue, c'est toujours pratique, c'est prévu pour. Voilà, alors expliquez-nous, donc je mets mon casque. Vous mettez le casque et qu'est-ce qui se passe après? Une fois que j'ai mis mon casque, je me retrouve téléporté en réalité virtuelle. Et vous voyez, normalement, on retourne sur l'écran qui est juste devant moi. Qui est là, voilà. Je peux me déplacer. Voilà. Là, comme avec un joystick, en fait, c'est une mécanique de jeu vidéo. Voilà, donc là, vous cliquez, on va regarder le jeu. C'est un joystick avec plusieurs positions. C'est ça. Et du coup, je pointe au sol. Vous voyez le curseur bleu? Ouais. D'accord, je pointe au sol. Je lâche, je me déplace. Et voilà. Les mouvements sont fluides. Normalement, avec ce type de mouvement, on n'a pas forcément une sensation de malaise, puisqu'on va mettre les pieds au sol, l'oreille interne, du coup, elle sait où on est. On émet du mouvement, on est libre du mouvement, il n'y a pas de ralentissement, il n'y a pas d'accélération, donc normalement, il n'y a pas de sensation de malaise, en théorie.
l'avantage de la réalité virtuelle. Du coup, là, on est sur une pièce qui n'est pas complètement terminée dans ce modèle-là, qui est présentée mieux au Claude Lombard. Je suis dans une pièce, dès que je suis l'extérieur, ça peut paraître un peu ridicule parfois. Ah oui, oui. Eh bien, regardez sur l'écran. Alors, on regarde sur l'écran. Alors, du coup, là, je vois, vous allumez le feu, c'est ça? Là, je vais mettre la tête dans le feu. Vous allez mettre la tête dans le feu. Le fonctionnement d'un système de chauffage d'abasse à chaud dans les thermes, par exemple. Ok. Voilà. Alors, avec les petites pilettes qui soutiennent le sol de la pièce chaude. Donc ça permet aussi d'aller explorer un petit peu le fonctionnement d'un truc qui n'existe plus, qu'on voit souvent ruiné. Et du coup, ça dure combien de temps, ces petites expériences? L'expérience, elle peut durer le temps qu'on lui accorde. Moi, je connais les lieux, forcément, donc à un moment donné, je peux me déplacer de manière complètement libre. C'est un peu une expérience d'un labyrinthe, j'ai l'impression. Pour l'avoir fait, on est un peu dans un labyrinthe, c'est ça? Alors, on a un plan qui traîne normalement sur la table ici, qu'on pourrait regarder ensuite. Le plan ici, c'est le plan exact de ce qu'on a au Claude Lombard actuellement. Et effectivement, la surface de visite, c'est la même. D'accord. Combien de milliers de mètres carrés on couvre? On a 3 ensembles qui ont été reconstitués sur cet îlot romain. Ces 3 ensembles ne fonctionnent pas forcément en même temps. On a fait le choix de les faire fonctionner à un moment donné, de les agglomérer ensemble en fait. Il y a un des ensembles qui fonctionne plutôt au 1er siècle après Jésus-Christ, l'autre qui fonctionne plutôt au début du 2e. On les a tous mis ensemble, on a fait une synthèse des données pour que ce soit cohérent avec les gens. Là, je suis devant une porte. Alors, regardons un petit peu. Voilà. Ah, voilà. Je peux ouvrir la porte. Alors, qu'est-ce qu'on a? Voilà, on va filmer. Qu'est-ce qu'on voit? Et là, on voit un joli atrium. Voilà. C'est ça. Et du coup, voilà, j'arrive dans la maison aportique. Ok. Ah oui. Emblématique du Claude Lombard. Voilà. Avec cet enfilade, le puits des 2 bassins. Alors, on est d'accord que ça, aujourd'hui, c'est en ruine. Hein, et donc, les gens qui visitent, là, sont projetés dans le passé. Voilà. C'est l'intérêt. Alors, l'AVR, c'est encore plus immersif. Ici, on a une version en 2D. Malgré tout, ça reste plus ou moins le même genre de sensation, le même genre d'expérience. C'est-à-dire qu'on peut voir au moins, même si on a toujours ce puits en élévation de la même façon, on a toujours ce bassin rond, ce bassin carré, avec le sol. Voilà, on voit la chape. On a toujours ça en place, mais tout ce qui est autour, mis à part certains éléments du caniveau par exemple, et du sous-bassement ici, et puis la mosaïque au sol dont il subsiste une grosse partie, on n'a aucune élévation, on a les fondations des pièces évidemment, on a le départ de ces 2 colonnes rouges qu'on a devant nous par exemple, le sol qui est en face de nous et les fresques, la fresque, ce sol et cette fresque sont présentés au Narbovia à peu près dans la même configuration. Et voilà, donc on a essayé de travailler sur toutes ces pièces, sur ce modèle qui n'est pas complet. Le modèle du Claude Lombard, encore une fois, est plus complet. On peut imaginer rentrer dans toutes les pièces, tous les décors qu'on a. On a essayé de les replacer, par exemple, sur cette pièce, on a un beau plafond. Attends, on va regarder le plafond, oui. Plafond mosaïque, c'est ça? Avec un plafond de fresque, mais pas de mosaïque au plafond. D'accord, oui, c'est une fresque, hein, voilà. Ok. D'accord. Voilà, le grand découvreur, et surtout qui a œuvré pour la conservation des fresques du Clos, parce qu'il y en a quand même quelques-unes du Clos. Voilà. Et quand on n'est pas sur des décors, on a essayé de travailler sur des décors génériques pour montrer quand même que malgré tout, on a de la polychromie un peu partout. Voilà. Très bien. Donc cette pièce-là, cette maison-là, qui est quand même déjà assez vaste, hein, on en voit qu'on a des pièces partout, on a des pièces là-bas, là-bas on avait une cuisine qui n'est pas présentée dans ce modèle. On arrive dans l'atrium, avec le tablinum, le bureau en fait, hein, où le maître de maison peut recevoir pour faire ses affaires. Ah oui, c'est très joli ça, effectivement. Là, il y a une ambiance un petit peu. On peut rentrons dans la pièce là, voilà. Ça c'est un beau moment avec un clair-obscur. Voilà. Ah, on prend, voilà, vous saisissez des objets et vous vous promenez. Alors ça c'est assez fort, effectivement. Et là on. D'accord. Ah, vous pouvez poser l'objet et ensuite. Finalement, j'ai fait les agros, là, je fais cher. Donc on pourrait imaginer une chasse au trésor où on récupère des choses. C'est un petit peu l'idée. D'accord. J'ai une Jara 77 lampe ici.
D'accord. Bon, L'atrium. ok, oui, le prix lumière, à chaque fois. Et on voit le. La salle emblématique. Ah oui, alors ça c'est magnifique. Ce plafond Ah ouais. qui est un plafond à caisson qui a été très bien documenté, qui est restitué par Raymond Sabrier. Ouais. C'est une pièce de réception, encore une fois, avec un thème impérial. On sent qu'il y a de la richesse, on sent qu'on va recevoir des hôtes de qualité. Ouais, tout à fait. Pour un banquet assez intimiste, puisqu'on ne peut rentrer que 3, voire 1, 2, 3, 5 banquettes. Là, j'en ai mis que 3, mais on en rentre physiquement 5. Il y a un sol qui est un peu connu aussi, qui n'est pas celui-ci. Ce sol-là est connu. Ok. Là, au Clos de la Lombarde. Donc voilà, on a travaillé avec des sources archéologiques pour présenter un modèle qui soit assez cohérent. Voilà, donc du coup, on revient faire un petit bilan de cette visite que j'ai moi-même effectuée, donc c'est étonnant. Alors moi, la première question qui me vient, c'est on a l'impression que ce projet est encore en développement parce qu'il y a encore des portes qu'on pourrait ouvrir et qui sont fermées, hein, j'ai l'impression. Il y a encore des choses peut-être à faire. Comment vous allez encore évoluer là-dessus? Vous en êtes où donc? Alors, tout à fait, c'est un modèle qu'on voit évolutif, effectivement, puisqu'on en a fait une itération, dont j'ai déjà parlé tout à l'heure, mais qui est visible au Clos de la Lombarde. Encore une fois, pas un récit virtuel. On a exactement la même chose, mais présenté sur un écran, comme un jeu vidéo, avec une manette, sur lequel le guide va pouvoir faire la visite avec les gens qui sont dans la salle, une quinzaine de personnes, au Clos de la Lombarde. Ce modèle du Clos de la Lombarde est plus complet que la VR qu'on a vu tout à l'heure, en fait, puisqu'on a déjà travaillé, et c'est l'intérêt de ce type de modèle, on a déjà travaillé sur la mise à jour des données, on a complété les sols, enfin j'ai complété les sols, les fresques avec différents intervenants qui sont spécialisés tant pour les sols que pour les fresques. On a beaucoup travaillé sur les travaux de Raymond Sabrier, bien entendu, encore une fois. L'apport des membres du Clos de la Lombarde sur certains aspects, l'accessibilité au site nous permet aussi de vérifier les choses sur place, de compléter la recherche scientifique. Et puis, on est en fait, effectivement, il y a le grand public d'un côté, il y a la science de l'autre côté, et sur l'apport scientifique, encore une fois, on essaye de sourcer, et les choses évoluent. Il y a des nouvelles découvertes, il y a des choses qu'on imagine parfois d'une certaine manière, et qui peuvent être amenées à évoluer, qu'on peut compléter sur le modèle. Il y a d'autres choses sur lesquelles on n'en saura certainement jamais rien de toute façon. C'est un peu la problématique de l'archéologie de toute façon. On peut parfois qu'imaginer. On imagine sur un modèle qui est connu ailleurs, on n'invente rien, on reproduit. Et derrière, nous, effectivement, notre idée, c'est de faire évoluer notre modèle, tant le modèle du Clos de la Lombarde que le nôtre, puisque c'est deux modèles qui sont appelés à vivre en même temps, qui ont la même source, pour pouvoir présenter toujours des données à jour, des données complètes et éventuellement évoluer avec les technologies, puisqu'on travaille dans un moteur de jeu vidéo qui s'appelle Unreal Engine, qui nous a d'ailleurs donné une belle bourse il y a quelques années pour qu'on puisse développer un produit de cette qualité. Et derrière, Unreal évolue, la technique évolue, les PC évoluent, on a parfois plus de puissance. L'idée, c'est d'avoir un truc encore plus joli pour présenter au public au fur et à mesure des années. Voilà. Donc, c'est pas forcément un produit qui sera fini un jour, en tout cas pour la VR. La limite, elle est celle qu'on lui met, la limite est celle que la science lui met, et c'est un produit qui peut vivre, qui peut être posé, qui peut être repris dans quelques années, en fonction des besoins, en fonction des envies, mais qui est quand même présenté régulièrement. Voilà, donc au RAN, chaque année, il y a des présentations VR dans les rencontres pop par Archéo, et puis chaque année, le public peut venir au RAN voir des choses. Là, on est à Narbonne, donc le Clos de la Lombarde s'est ouvert tout le temps, j'ai l'impression. Le Clos de la Lombarde est ouvert très régulièrement, tout le temps, pas forcément, puisque c'est une association qui gère. Ah oui, donc il faut regarder le site internet. Donc ils ont un site internet, je vous invite à consulter pour connaître leurs horaires d'ouverture. Ils sont ouverts d'ailleurs aujourd'hui au moment de l'interview au public pour présenter leur site et présenter l'expérience en 3D, mieux comprendre le site. On est le samedi 18 octobre. Donc, un petit clin d'œil à Marc Azema, donc, qui est l'organisateur des RAN, qui est aussi votre collaborateur, et puis donner le site internet de la société de production, où je pense on va découvrir aussi pas mal de choses, parce qu'à une époque, il y a eu une bande dessinée aussi, Quadratura, qui était sortie autour de Narbonne. Voilà, une bande dessinée dont le dessin est le produit de Jean-Claude Golvin, qu'on ne présente plus. Oui. Effectivement, Quadratura sur Narbonne, dans lequel Jean-Claude nous emmène
à travers certains sites de Narbonne qui n'existent plus de toute façon, l'amphithéâtre, certaines villas, le théâtre, il y a toute une histoire effectivement, et toute une histoire, une fiction, avec une enquête derrière voilà, Quadratura, effectivement, c'est une bonne source sur Narbonne, très romancée, mais c'est une très très bonne source qui a en tout cas l'idée de faire revivre Narbonne antique. Donc aujourd'hui, les seuls restes qui soient visibles, principalement, hormis la Via Domitia qui se trouve au pied du palais de l'archevêque, ce sont les auréas, donc les souterrains, les entrepôts marchands qui sont un petit peu plus hauts. Et puis le clos de la Lombarde. On avait le Capitole. Du Capitole ne subsistent que quelques vestiges qui ne sont pas visibles, qui sont enterrés dans la cour d'un collège. Donc voilà, donc la VR, la 3D, comme pour beaucoup d'autres sites, permet de faire revivre le passé d'une ville qui a complètement disparu. Pourquoi? Parce qu'elle a vécu et qu'elle a été reconstruite par-dessus ses propres constructions. Et aujourd'hui, on en est à cette présentation en 3D. Voilà, bah écoutez, Narbonne antique revit, c'est une belle idée de tourisme et de visite. Donc, on cite le musée Narbovia qui est partenaire aussi des rencontres. Il y a un très très bel espace. Voilà, Cyril Grégoire, merci beaucoup. Donc, artiste 3D, le projet Narbovia, Narbomarcius, ça continue et on était aux rencontres archéologiques de Narbonne, la 13e édition, octobre 2025. Merci Cyril. Merci.